sanctionné et ordonné le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Une décision mûrement réfléchie qui répond aux aspirations de la souveraineté totale, c'est ce qu'a déclaré le Premier ministre burkinabé. Le ministre malien des Affaires étrangères a néanmoins déclaré que le Mali allait rester membre de l'Union monétaire ouest-africaine. L'Union africaine a exprimé son profond regret, je cite, après l'annonce de ce retrait. Alors que signifie-t-il? Que signifie ce retrait de la CEDEAO pour le Mali, le Niger ou encore le Burkina? La CEDEAO est-elle en péril? Quelles conséquences? Ces pays vont-ils s'isoler? Vont-ils pérenniser le régime militaire? Quid des relations avec les pays côtiers? Ce retrait profitera-t-il à des puissances extérieures comme la Russie? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Niagalé Bagayoko. Bonsoir Niagalé, présidente du Centre de recherche African Security Sector Network. Bienvenue. Bonsoir. En face de vous, Anna Sylvestre-Trener, rédactrice en chef du Monde Afrique. Bonsoir. Bienvenue également. Christophe Boisbouvier est avec nous ce soir. Bonsoir Christophe, journaliste service Radio France Internationale. Bonsoir. Et puis nous avons avec nous en duplex de Dakar notre correspondant Eliman Ndao. Merci d'être là Eliman. Avant de démarrer ce débat, je vous propose d'écouter quelques réactions. Nous sommes là parce que c'est une demande des peuples des États du Sahel pour sanctionner la CEDEAO qui à l'origine était partie pour être une CEDEAO des peuples mais qui s'est avérée être un instrument au service de l'impérialisme français. Nous sommes libérés de cette CEDEAO-là. Au diable leurs sanctions. Et on considère que dorénavant, il y aura des accords bilatéraux avec les autres États. Donc c'est fini avec cette structure satanique qui veut étouffer le peuple nigérien ou bien le peuple du Sahel parce qu'ils ont décidé de quitter l'impérialisme français, le joug français. Il y aura des impacts obligatoirement sur les activités commerciales. Quand on prend qu'aujourd'hui, si nous nous retirons carrément de l'espace de la CEDEAO, il y aura des charges et des coûts qui vont obligatoirement s'augmenter sur le transport des marchandises, sur la libre circulation des personnes et des biens. Pour moi, c'est une décision hâtive. Voilà, ça aurait été la CEDEAO qui demande à ces pays de quitter, j'allais peut-être comprendre. Mais quitter la CEDEAO de vous-même, c'est osé et c'est pas bien. Pour la population, bien sûr. Niagalé Bagayoko, d'abord, est-ce que c'était une surprise ? Alors oui, c'est une annonce quand même qui a saisi tout le monde, mais il me semble qu'elle s'inscrit dans la logique qui apparaît de plus en plus claire de rupture avec des partenaires traditionnels et de construction d'une voie politique alternative. Il ne faut pas oublier que ce retrait s'inscrit dans le droit fil du retrait du G5 Sahel, également de la remise en cause de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, du rejet de la MINUSMA, des forces françaises. En réalité, plus largement, on voit que ce sont tous les acteurs qui utilisent les instruments de gestion des conflits forgés dans le courant des années 90 qui sont aujourd'hui remis en question par ces États sahéliens. Christophe Boisbouvier, alors on va voir justement ce qu'est la CEDEAO. Et maintenant, il y avait 15 pays, manifestement maintenant il n'y a plus que 12. Il y a le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Sénégal. Vous les voyez un peu tous affichés là, sur cette carte. Christophe, est-ce que d'abord ces pays étaient quand même déjà sous sanction de la CEDEAO, ces 3 pays, donc est-ce que finalement ça a fini par craquer ? Alors ils disent que c'est justement parce qu'ils étaient sous sanction qu'ils se révoltent et qu'ils sanctionnent les sanctionneurs, en quelque sorte. Ils oublient quand même de dire que il ne faut pas s'étonner qu'il y ait eu des sanctions, puisque c'est dans la charte même, c'est dans les accords des années 90. La CEDEAO, c'était d'abord une organisation économique. Et c'est devenu une organisation politique, avec la guerre civile au Libéria et avec le premier putsch en Côte d'Ivoire en 99, première condamnation par la CEDEAO d'un putsch. Vous voyez, ça remonte. Et il y a à cette époque, par exemple, lors du conflit Ouattara-Gbagbo en Côte d'Ivoire, le Niger, le Mali et le Burkina ne se sont pas privés d'approuver des sanctions contre la Côte d'Ivoire. Donc, en fait, ce n'est pas très nouveau le fait que dans la CEDEAO, il y ait des pays qui soient sanctionnés à cause de putsch. Ce qui m'a surpris, en fait, dans cette affaire,
c'est que personne n'a été consulté. Aucune instance de transition de ces 3 pays n'a été consultée, et le peuple lui-même du Burkina, du Mali, du Niger n'a pas été consulté pour une décision historique. C'est historique. Qui engage 80 millions de personnes quand même, hein, pour des années. Ça c'est une vraie surprise en fait. Vous êtes d'accord, Anna Silva-Streiner? Alors, 3 pays qui accusent la CEDEAO, hein, vous le disiez, vous le mentionniez, Niagalé, d'être sous influence des puissances étrangères. Hein, ça, ce sont les arguments qu'ils mettent en avant. Ils ne cessent pas de dénoncer l'instrumentalisation faite, selon eux, de la CEDEAO par la France, par exemple, et par d'autres puissances. La rupture entre ces 3 pays et la CEDEAO, et puis tout ce discours qu'on entend contre les puissances étrangères, mais derrière puissances étrangères, et ça a été dit par un des habitants que vous avez interviewé, c'est évidemment la France qu'il faut entendre, hein, qui est assez clairement pointée du doigt. Cette rupture, elle est claire depuis déjà au moins plusieurs mois. Quand je dis plusieurs mois, c'est qu'on peut le dater au coup d'État au Niger, où en fait ça s'est aggravé, mais au moins depuis 2020, avec le début de cette série de coups d'État qui a touché le Mali, le Burkina Faso, le Niger, mais aussi, ne l'oublions pas d'ailleurs, la Guinée, hein, qu'on entend assez peu là, ces jours-ci. Vous disiez, il y a 15 États dans la CEDEAO, effectivement, mais la Guinée est elle aussi suspendue de la CEDEAO. Et pour l'instant, moi, je n'ai pas vu de communiqué officiel de la part des autorités de transition. Donc, cette rupture, elle avait lieu. Ça faisait déjà des mois qu'on sentait que la communication était difficile entre un morceau de la CEDEAO et des pays sanctionnés, même si d'autres continuaient à faire un peu le lien, la jonction. On pense évidemment au Togo. Tout à coup, ça a pris tout le monde de court, alors qu'on pouvait penser, enfin, en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je l'avais analysé, qu'il y avait quelques signes de détente. Quand on voyait que le fils du président Bazoum a été libéré il y a peu, on se disait, tiens, il y a quand même quelques négociations possibles. Alors, qu'est-ce qu'il y aura en échange? Et puis, hop, finalement, c'était pas tellement un signe d'apaisement. Elimane Dao, quelles ont été les réactions justement au Sénégal? On sait qu'on est en pleine campagne présidentielle. Le Sénégal est un des acteurs clés de la CEDEAO. Écoutez, il n'y a pas eu, c'est assez surprenant, assez de réactions. Ce week-end, ça a été perçu par certains comme un tremblement de terre, le fait que ces 3 pays puissent quitter de cette manière la communauté. Il y a quand même eu des réactions de candidats à cette élection présidentielle, comme Thierno Alassane Sall, qui est également député à l'Assemblée nationale, qui estime que l'annonce du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO secoue nos fondations, je le cite. Cette annonce témoigne selon lui des fissures profondes au sein de la communauté ouest africaine et reflète l'échec des chefs d'État de la communauté à trouver des solutions aux crises de la sous-région. Il y a également la réaction de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye qui estime qu'une communauté économique se construit en partie pour préserver ses membres des conflits armés, et il dénonce le fait qu'à un moment, la CEDEAO avait envisagé d'envoyer des forces militaires au Niger. Et pour lui, c'est un peu le début, certainement, de la fissure. Il y a eu également pas mal de réactions de Sénégalais, certains qui soutiennent l'action des militaires de ces pays, mais d'autres qui estiment que avant de prendre cette décision, ils auraient d'abord dû consulter leur Parlement et également leur population. La décision qui a donc été prise sans aucune consultation. On va regarder ce reportage de Sarah Sako, notre correspondante à Dakar, qui a interrogé justement des Maliens sur le marché de Dakar. Le marché malien est bien connu à Dakar pour son beurre de karité, ses bijoux et surtout ses basins. Les commerçants sont pour la plupart originaires du Mali et ici, l'annonce du retrait du pays de la CEDEAO n'a échappé à personne. Aboubacar vit depuis une quinzaine d'années au Sénégal. Il se félicite de la nouvelle. On est très content de cela parce que la CEDEAO, si tu regardes la CEDEAO, ça ne nous a rien apporté depuis pas mal d'années. Dans le viseur de nombreux Maliens, les sanctions que la CEDEAO a appliquées plusieurs mois durant au Mali et qui ont durement affecté la vie du pays. Ibrahim Diarra en garde un vif ressentiment. Quand le CEDEAO il est là pour les populations, le CEDEAO ne peut pas faire la merco parce que le CEDEAO là, il ne peut pas là pour faire des peuples.
C'est pour cela que le peuple il est fâché, il est quitté dans les CEDEAO. Nombre de ces vendeurs résident depuis des années au Sénégal. Certains sont inquiets des conséquences que pourrait avoir cette décision dans leur quotidien. On laisse tomber ça, hein. C'est ça que je le pense. Hein. On négocie parce que c'est ça que plus on négocie là, ça nous arrange aussi. Nous sommes de l'étranger, quoi. Alassane fait lui aussi régulièrement la navette entre Dakar et Bamako. La politique, bon, c'est la politique, mais la majorité de la population, on sait comment ça va, on peut se gérer entre nous. Donc le reste, on croise les doigts que ça n'a qu'à aller dans le bon chemin. Cette décision de Bamako, aux côtés de Niamey et de Ouagadougou, de quitter la CEDEAO, suscite de vives réactions ici au Sénégal, au sein de la communauté malienne, mais bien au-delà. Le Mali est un pays frère, un partenaire commercial. Or, ce retrait pourrait remettre en cause la libre circulation des biens et des personnes. Inégalé Abagaïko, est-ce qu'on peut dire que ces trois pays vont s'isoler de plus en plus parce qu'il y a effectivement des conséquences économiques, conséquences politiques et militaires, sécuritaires également? Non, moi je ne pense pas qu'ils s'isolent, je pense qu'ils changent de partenaire d'une part et de modalités de coopération par ailleurs, parce que il y aura forcément des cadres institutionnels qui seront mis en place, notamment pour gérer cette fameuse liberté de circulation des personnes. Et c'est là qu'il faut souligner, comme cela a été remarqué, cette déclaration du Mali indiquant qu'il restait dans l'UEMOA, qui permet aussi l'union monétaire, qui est l'union monétaire, qui est une autre organisation dont ne font partie que les États francophones qui ont pour monnaie le franc CFA. Ce qui ne règle pas la question, notamment pour le Niger, de la circulation vers le Nigeria ou plus largement avec les pays anglophones. Juste une toute petite remarque par rapport à ce qu'on voit dans tous ces reportages, c'est très intéressant. Vous remarquerez qu'il y a sans arrêt évoquer la question de la CEDEAO des peuples. Il faut savoir que cette expression ne vient pas de nulle part. C'est en 2007 que les chefs d'État ont pris l'engagement de mettre en place une réforme qui s'appelle la Vision 2020, qui visait à passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Et c'est un agenda auquel ont cru les populations de la région. Et aujourd'hui, ils estiment que cela n'a pas été respecté, donc que l'organisation n'est plus légitime. Christophe Boisbouvier, ils vont devoir donc renégocier quand même leurs contrats, leurs accords commerciaux avec justement les pays côtiers notamment.